En quelques mots, je ne sais pas si j'ai allumé cette chose. Une performance maintenant. C'est bon. Alors j'ai le grand plaisir de vous présenter Karine Leblanc, qui est actrice, danseuse Odyssey et docteure de l'université Paris-8. Sa thèse portait sur les nouvelles esthétiques du théâtre dansé Odyssey. Dans cette thèse, l'étude de l'Odyssée, la danse-théâtre de l'État d'Odisha, un État côtier de l'Est de l'Inde, offre une réflexion sur les enjeux de tension, de représentation et de promotion identitaire qui ont lieu dans l'Inde contemporaine. Voilà, pour présenter très succinctement les choses. Le plus important maintenant, c'est vous. Merci beaucoup. La pureté stylistique, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. La pureté stylistique est indispensable à l'apprentissage de n'importe quelle forme de danse classique. Sans elle, aucune formation n'est complète. Ça, ce sont les préconisations qui figurent dans le manuel The Odyssey Dance Pathfinder, qui est écrit à l'attention des élèves de la danse-théâtre Odyssey. Cette danse-théâtre de l'État d'Odisha en Inde articule et combine des techniques de mouvement, de gestes et de jeu. C'est un art très exigeant qui s'appuie sur des règles strictes. Ces règles forment ce qui peut être perçu comme la grammaire de la danse et elles sont compilées dans des listes, de nombreuses listes, que les élèves d'Odyssey doivent apprendre par cœur. Ces listes viennent de deux grands traités sur la danse et le théâtre. Il y a notamment le Natya Shastra et la Vinaya Dharpana. Alors habituellement, lors d'un cours dispensé à une danseuse débutante, un moment de ce cours est dévolu à l'apprentissage et à la récitation d'une ou de plusieurs listes. Ce qui se passe, c'est que l'élève doit dire le nom des gestes en sanskrit et les faire ces gestes pour qu'ils s'impriment dans son corps. Je peux vous en montrer quelques exemples tout de suite. Il y a la liste des gestes des mains, les mudras. Pataka, Tripataka, Ardha Pataka, Kartarimukha, Mayura, Ardha Chandra, Orala, Sukatunda, Musti, Sikara. Il y en a comme ça une vingtaine. Un autre exemple beaucoup plus court, il y a la liste des mouvements du cou. Sundari, Tirarchina, Parivartita, Prakampita. Un dernier exemple peut-être la liste des mouvements Dieu, les Drishti. Salma, Alokita, Sachi, Pralokita, Nimilita, Ulokita, Anubruta, Abolokita. Alors, c'est seulement 3 exemples, mais il y a des listes vraiment pour tout. Les mouvements de tête, de buste, les placements de pieds, les listes des postures de base et de leurs combinaisons entre elles, les listes de rythme. C'est une bibliothèque hyper complète. Bon, au moment où l'élève débutante fait ces gestes, ce sont simplement des techniques décontextualisées. Elles sont convoquées dans le corps de l'élève comme des potentiels interprétatifs. Les règles strictes de l'Odyssée reflètent en partie la nécessaire poétique des danses-théâtres indiennes. Bien qu'elles ne soient pas issues des réflexions occidentales sur les arts, elles répondent à ce besoin de délimitation stylistique dans la création artistique qui est notamment constaté par Paul Valéry dans sa première leçon du cours de poétique. Il dit « On avait reconnu de très bonne heure qu'il y avait dans chacun des arts des pratiques à recommander, des observances et des restrictions favorables au meilleur succès du dessin de l'artiste, et qu'il était de son intérêt de connaître et de respecter. Néanmoins, l'une des méthodes de l'apprentissage, cette fois-ci avancée de l'Odyssée, utilise et dépasse les restrictions des grands traités, des listes. Par exemple, la professeure soumet à l'élève avancé un vers d'un poème, ou bien un terme, et puis elle la laisse explorer ses idées en mouvement. L'élève avancé élabore un ensemble logique qui est au moins descriptif, avec une vraie tenue descriptive, et au mieux avec une évolution narrative. Il s'agit pour l'élève d'être capable de mobiliser ses savoirs et ses expériences de la danse-théâtre à un moment donné et de danser spontanément. L'élève avancé s'en remet à quoi? À son expérience de l'Odyssée, notamment à ses connaissances des œuvres du répertoire, celles qu'elle a déjà apprises. Ces œuvres incorporent et contextualisent les éléments des listes techniques préalablement travaillées. C'est un petit peu le niveau au-dessus.
Le but de l'exercice d'improvisation, c'est de faire prendre conscience à l'élève qu'elle a les savoirs techniques de la danse dans son corps et qu'elle peut les mobiliser pour créer du sens par intuition. En tant qu'artiste-chercheuse, je propose aujourd'hui une démonstration dansée dans le style Odyssée que j'ai pensée comme une réflexion en acte sur le processus créatif. La poétique, définie par René Passeron comme la promotion philosophique des sciences de l'art qui se fait, ouvre la possibilité de documenter l'intention artistique instantanée. Selon le musicologue Henk Bordorff dans The Production of Knowledge in Artistic Research, la recherche en art ne procède pas d'hypothèses préalables, mais de découvertes imprévisibles. Je pose alors la question, qu'est-ce que l'artiste-chercheuse découvre en s'engageant dans une improvisation en Odyssée? Un mot sur ma méthodologie. Pour les besoins de l'expérience universitaire, je choisis d'imiter l'exercice d'improvisation tel qu'il est proposé dans les écoles de danse en Inde. Alors, je me donne à moi-même un thème, et ce sera l'Ajja dans le Rasa Sringara. En français, l'Ajja, c'est l'émotion de la timidité, et le Rasa Sringara, c'est le sentiment de l'amour et de l'érotisme. Alors, mon thème, c'est la timidité en amour. En tant que danseuse assez expérimentée, je sais que ce thème est très largement exploité dans les pièces d'Odyssée. Il est le plus souvent rendu par la mise en scène des amours entre Radha, c'est l'héroïne, et Krishna, c'est son amant. En vérité, mes sources d'inspiration sont innombrables, mais justement, c'est cette surabondance qui peut peut-être submerger la créativité. Elle fait donc aussi l'intérêt de l'expérience. Quels sont les choix de gestes et de mouvements que je fais et comment s'enchaînent-ils dans un flot instinctif et continu de création? Puisque je prends le parti de n'utiliser ni musique ni texte, c'est mon corps que je place au centre de mon expérimentation. Mon corps devient explicitement le lieu de la conscience et de l'intuition. Dans le mouvement spontané, selon Bordorff, le corps est avant les concepts, il est même avant les langages. Ici, mon corps me permet un sentiment d'agir dans le flux. Et les déterminations que sont les règles grammaticales de l'Odyssée sont bien visibles dans ma proposition dansée, mais alors elles sont, ces règles, plutôt que des éléments conceptuels que j'aurais savamment choisis. Elles sont plutôt des discours que j'ai intégrés et qui forment le terreau d'une création qui pourrait se poursuivre en réalité indéfiniment. Ma composition est alors modestement à l'image de celle du maître de l'Odyssée, Kelucharan Mohapatra, qui un jour subit une coupure d'électricité alors qu'il performait sur scène en plein air. Malgré l'absence de chant pour le guider, il a continué de danser en tirant intuitivement tous les fils de la narration de l'œuvre présentée, jusqu'à ce que finalement le courant revienne et que la musique reprenne là où elle s'était arrêtée. Parce qu'à l'époque, on dansait sur des cassettes avec des bandes, ça reprenait à l'endroit. Le maître raconte, je le cite, « Je me suis dirigée vers le public à la recherche de Krishna, à la lumière de la lune. En tant que Radha, j'ai demandé aux membres du public à travers mes gestes s'ils l'avaient vu. Au moment où les lumières se sont rallumées et que j'ai terminé ma performance, j'avais dansé 1h30 de ce seul chant. Ahmad Ali Khan et sa femme Subha Lakshmi m'ont sincèrement demandé si j'avais composé la performance de cette manière, mais j'ai dansé selon mes sentiments intérieurs et j'ai continué sans me soucier des lumières du temps. » L'événement extraordinaire vécu par Kelucharan Mohapatra est révélateur de ce que la composition en danse met en avant le poiein, le faire étudié par Paul Valéry, comme acte créateur. Quand le maître explique qu'il a composé selon ses sentiments intérieurs et sans se soucier du temps, cela rejoint la notion de durée intérieure développée par Henri Bergson. La création éphémère de l'artiste devient alors l'expression de cette durée intérieure et ne peut jamais être rejouée à l'identique. Comme le maître, je veux saisir par mon corps cet instantané qui rend sensible la création comme flux via une improvisation qui révèle le savoir que mon corps a de la danse. Alors, en réalité, pour le contexte particulier qu'est l'université, je me suis filmée quand je procédais à l'acte créatif il y a de ça quelques mois. Et ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une version mémorisée de mon improvisation. Pourquoi ? Pour pouvoir en observer a posteriori et avec vous les découvertes en acte qu'elle implique. Alors voici ma proposition. Saki viendra à toi avec un secret, Radha. Moi, ce que je vais te dire, écoute. Pour toi, Krishna viendra par la rivière.
Quand il te verra, il admirera ta beauté. Et il en concevra du désir. Tu t'imagines alors dans ses bras, mais c'est Saki que tu vois. Et non, ce qu'elle te dit, tu ne veux pas l'entendre. Mais tu ne peux t'empêcher d'imaginer la beauté de ton amant. Tu imagines venir à toi. Il viendra déposer un baiser sur ta joue. Et tu en sentiras sur tout ton corps les frissons. Saki te dit, oui, rêve. Mais maintenant, toi, va à la rivière Yamuna. Tu iras au prétexte d'aller chercher de l'eau. Et tu verras Krishna. Mais tu lui réponds que toi, à la rivière Yamuna, tu n'iras pas. Et tu t'enfuis. Mais elle te rattrape. Mais tu veux te faire belle pour ton amant. Et tu te pares de bijoux. Tu mets des bracelets. Et te fais un chignon. Tu maquilles tes sourcils et tes yeux de kajal. Et tu le vois au loin, Krishna, qui vient. Tu prépares la pâte de santal. Et il est là. Mais tu ne peux soutenir son regard. Tu te souviens de cette nuit avec Krishna, mais c'est encore Saki qui est là. Et tu lui dis que ce qu'il s'est passé ici, tu le lui diras, ou peut-être pas. Mais elle insiste. Allons, cette nuit, avec Krishna, que s'est-il passé? Mais tu ne voudras pas répondre. D'autres villageoises viendront, tu partiras. Merci beaucoup. Alors, je vais quand même commenter ces découvertes en actes que j'ai faites. Alors, quand je commence à me mettre en mouvement, je suis le personnage de Saki. Saki, c'est l'ami de Radha qui vient confier à l'héroïne que Krishna vient par la rivière Yamuna pour la rencontrer. Il est d'ores et déjà remarquable que si mon corps prend en effet les postures de l'Odyssée, je dis le récit en même temps que je fais les gestes. Voilà. J'explique d'abord cette occurrence vraiment très inhabituelle de la parole, et en plus de la parole en français, par le contexte de l'expérimentation. Au moment où j'improvise, je sais que je vais la reproduire devant un public francophone. La seule mise en geste ne vous est pas suffisante pour comprendre un déroulé narratif en Odyssée. Alors je pense que ce qui se passe ici, c'est que je mets en voix le possible discours intérieur de la danseuse qui va sans dire dans un contexte indien. Ensuite, je fais le constat que cette prise de parole est générée par les gestes eux-mêmes et ne les précède pas. Elle ne les analyse pas, elle ne les décrit pas, elle n'est donc pas le commentaire de la chercheuse sur l'action de l'artiste. Elle se superpose simplement au récit en gestes. Dire la narration initiée par les gestes, c'est aussi mettre à jour ce processus de création, le stream of consciousness, le flux de conscience. Ce processus littéraire est ici adapté à ma composition en danse-théâtre. Les gestes forment une association des pensées, des rêveries et des émotions de Radha avec des moments imaginés par anticipation,
des retours au présent face à Saki, et même une ellipse temporelle quand Radha n'ose dire à son ami ce qui s'est passé cette nuit. Cette verbalisation entraîne de facto une autre découverte, et c'est celle de mon positionnement narratif. Une analyse gestuelle des trois personnages que j'incarne permet peut-être de comprendre la logique narrative de ma composition. Krishna n'est ici que son propre archétype. Il est toujours représenté dans une attitude de séduction active. Il vient par la rivière, il aperçoit Radha, il veut s'unir à elle. De plus, ce personnage est toujours imaginé. Il n'apparaît jamais dans le présent de Radha, sauf dans l'espace négatif quand celle-ci l'accueille avec la patte de son temps. Saki est bien plus centrale puisqu'elle est en fait l'instigatrice de toutes les scènes. Elle cherche explicitement à faire réagir Radha, soit en la tentant d'aller rejoindre Krishna, va donc à la rivière, soit en lui demandant les détails de la rencontre. Que s'est-il passé? Provoquant ainsi le plus haut degré de timidité chez Radha. Pour autant, la timidité et l'érotisme ne s'expriment pas directement dans mon interprétation de Saki. Même quand elle imite Radha prétextant aller chercher de l'eau à la rivière pour s'unir à Krishna, elle a quand même toujours une attitude qui est assez assurée. Quand j'interprète Radha, en revanche, l'érotisme est plus évident. C'est par le corps figuré de Radha que je convoque le transport amoureux, raison de sa timidité. Malgré le rôle essentiel de Saki qui dirige les sorties et les retours dans le présent énonciatif, une réflexion sur les mots que je prononce quand je suis physiquement les personnages montre que c'est quand même davantage un récit présenté via une focalisation interne de Radha. Dès le début de ma composition et pour toute sa durée, je dis « tu ». C'est à Radha que je m'adresse directement. Je la tutoie comme le fait Saki dans beaucoup de chorégraphies d'Odyssée. Je ne suis cependant pas exactement Saki dans mon discours parlé, puisque, même si je joue son personnage, mes premières paroles sont « Saki viendra à toi avec un secret, Radha ». Je lui donne ensuite la parole dans un instant de discours direct qui commence ainsi « Moi, ce que je vais te dire, écoute ». Pourtant, quand je dis « tu t'imagines alors dans ses bras », mon corps est si émotionnellement chargé de la rêverie de Radha que j'opère, je crois, un glissement de focalisation. Je dis toujours « tu » à Radha, mais cette fois, c'est la danseuse que je suis qui s'adresse à elle et qui l'incarne simultanément. En fait, les voix se confondent. Dans une sorte de discours indirect libre, je suis Radha qui explore sa propre émotion. Je suis aussi une narratrice extérieure au récit, et si je suis omnisciente, c'est parce que je ressens dans mon corps ce que Radha ressent. Du reste, Radha est un personnage qui refuse de raconter. Ma parole signale parfois simplement qu'elle refuse de parler, et alors là, mon attention se dirige vers la savouration de l'émotion de la timidité, qui est à son paroxysme quand les mots sont tus. Ainsi, j'incarne Radha plus que je ne l'ai dit. C'est en fait ma connaissance de ce personnage qui a intuitivement dirigé la narration. D'ailleurs, selon Paul Valéry, l'œuvre de l'esprit s'appuie sur les productions spontanées de la sensibilité. Alors, les productions spontanées de la sensibilité, c'est par exemple les perceptions et les souvenirs. Pour révéler comment mes actes intuitifs portent en eux mes expériences de l'Odyssée, je propose de les mettre en lien avec des extraits d'œuvres qui m'ont été enseignés dans le passé et qui forment mes souvenirs et mes perceptions de la danse-théâtre. Au début de ma composition, ce sont en fait deux références, deux pièces qui entrent en dialogue. Il y a l'œuvre, la première, Bajuchi Sori, composée par Aruna Manti. Dans cette œuvre, Saki intervient auprès de Radha pour l'avertir de rumeurs dans le village qui circulent et qui sont liées à sa relation adultérine avec Krishna. Toutefois, la timidité qu'éprouve Radha dans cette œuvre se fonde sur son inquiétude, alors que moi, je veux, beaucoup plus simplement, convoquer une émotion délicate et joyeuse. Étonnamment, bien que je ne l'ai pas retravaillée depuis 2016, c'est la pièce Nadja Jamuna de Bichitrananda Swain qui m'influence. Dans Nadja Jamuna, Saki prétend décourager Radha de se rendre à la rivière tout en l'y incitant implicitement. Nadja Jamuna, c'est « ne va surtout pas à la rivière, il y a Krishna, il est si beau, il t'attend ». Évidemment, à la fin, Radha y va. Je reprends certains motifs de la pièce, comme l'arrivée de Krishna en bateau, ou l'idée d'aller chercher de l'eau. Mais ça, je le fais de manière fragmentée et réorganisée.
J'ai repris presque à l'identique une courte séquence de Bhajuchi Sauri quand Krishna est assis et qu'il contemple les traits de Radha. C'est le moment où il voit ses yeux, son nez, sa bouche. Et dans l'œuvre originale, il décrit aussi les courbes de Radha. Radha qu'il voit assez loin, sur le toit plat de sa maison, alors qu'elle est en train de se laver les cheveux. Et il est ainsi trop loin d'elle pour l'enlacer. Et c'est pourtant ce qui se passe dans ma composition. Je suis Krishna et dans l'espace négatif ici, j'ai Radha que j'enlace. Et ça, c'est possible parce que j'ai délocalisé les personnages. Je les imagine au même niveau sur les bords de la Jamuna. Ce moment fantasmé, c'est Radha qui imagine ce moment, est ensuite interrompu dans ma composition par la présence de Saki, que Radha perçoit soudain. Radha a un geste d'appui sur l'épaule de Saki, il faut imaginer Saki ici, et à ce moment-là, Radha prend une posture qui s'appelle le Tribangi, la posture des 3 courbures. Et ça, c'est une posture identitaire en Odyssée, parce qu'elle met en avant l'idée de vague, l'esthétique du S. Et pour moi, à ce moment-là, Radha devient l'incarnation même de l'Odyssée, comme si la courbe invitait au fantasme et permettait la suite de la narration. Ma représentation de Krishna, telle qu'imaginée par Radha, se nourrit de 2 œuvres. Ashtanaika de Gangadhar Pradhan et Kohibakulaja d'Aruna Mohanty. D'Ashtanaika, je reprends la démarche de Krishna qui est comparée à celle d'un pan que Radha admire. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai montré la mudra Mayura, qui veut dire pan, c'est la plume de pan. Et il y a l'utilisation de Plakampita que je vous ai montré aussi. Donc les œuvres d'Odyssée réutilisent les listes, quoi qu'il en soit. J'étends cette exaltation à l'image de Krishna venant enlacer Radha en m'inspirant cette fois de Kohibakulaja. Contrairement au premier enlacement, c'était celui-là qui était tendre et léger, ce second rapprochement fait apparaître une gradation vers la sensualité. Là, Krishna il est un petit peu plus fort, ce que je marque avec des frappes de pied, et il tient Radha un petit peu plus fermement. Et je prolonge cette gradation vers la sensualité par le motif du baiser qui est déposé sur la joue de Radha. Celle-ci s'éloigne pour éprouver en elle-même les frissons de cette intimité. Ces gestes proviennent directement de Kohibakulaja, mais je les recontextualise. Dans l'œuvre originale, l'accent est mis sur l'érotisme et sur les multiples baisers reçus par Radha, dans une narration où elle avoue elle-même avoir initié l'action. Dans mon expérimentation, au contraire, la perspective reste candide. L'érotisme n'est pas le centre de l'action, mais il devient la cause de la timidité amoureuse, qui se manifeste comme un instant purement imaginé par l'héroïne. D'ailleurs, la candeur de Radha est renforcée dans la séquence où Saki l'invite à aller chercher de l'eau. Radha a un geste de refus qui est exprimé par la mudra Suchi et un mouvement de recul. Non, je n'irai pas à la rivière. Et ça pourrait rappeler un passage d'Ashtanaika. Cependant, le contexte et l'émotion diffèrent radicalement. Dans Ashtanaika, Radha découvre sur Krishna les traces d'une relation qu'il vient d'avoir avec une autre femme du village. Et forcément, elle va exprimer son indignation par une série de gestes de rejet, qui culmine par un détournement, donc elle se retourne et elle se bouche les oreilles, marquant ainsi une rupture nette. Elle ne veut plus entendre parler de Krishna du tout. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe dans mon expérimentation. Moi, je fais un nom esquissé de la main qui n'a rien de définitif. Déjà parce que Radha ne s'adresse pas à Krishna, mais à Saki. Et elle se détourne, non pas par colère, mais par timidité. Et puis elle fait une tentative de fuite qui est volontairement inefficace. Saki la rattrape immédiatement. Et en plus, elle l'a fait asseoir par terre pour que Radha puisse se préparer pour son amant. Tout est prévu. Le fait d'être au sol, c'est un acte chorégraphique fort. Les grands déplacements ne sont plus permis et l'attention du public est dirigée vers les mains et vers les expressions du visage. Alors ça, en Odyssée, c'est souvent l'occasion de moments particulièrement intimes où les sentiments des personnages sont exacerbés. Il est ainsi une très belle pièce d'Aruna Mohanty qui s'appelle Basimo Hoila Kulaseja et qui met justement en scène Radha, assise par terre et anticipant son union avec Krishna. Le moment qui est apparu dans ma proposition dansée dépeint Radha dans une situation similaire. Saki presse son ami de se préparer pour son amant et Radha fait mine de refuser pour finalement se parer de ses plus beaux bijoux et se maquiller. Ce passage trouve cependant dans ma composition une issue totalement différente. Dans l'œuvre chorégraphiée, dans Basimo Hoila Kulaseja, Radha se lève et se souvient
de l'odeur de santal du corps de Krishna. Alors, elle s'est levée, et de Krishna, de son corps, elle se souvient de l'odeur. Et cette odeur, elle va la chercher partout autour d'elle. Dans les fleurs? Non, ce n'est pas la même. Dans les parfums? Non plus. Dans le vent? Mais elle ne la retrouve nulle part. Alors, c'est sûrement cette idée d'odeur de santal qui a continué à m'inspirer et que mes gestes ont reproduit, mais alors dans une intention complètement différente. Radha est dans ma composition toujours assise et elle voit Krishna arriver au loin, il est encore là-bas dans la forêt, et elle se met à préparer la pâte de santal pour l'accueillir. Elle fait un geste qui est très commun en Inde et qui est figuré dans Ashtanaika quand Radha accueille Krishna chez elle. C'est ça qu'elle lui fait. Elle lui met la pâte de santal sur le fond. Radha initie un moment hautement érotique que je tire d'Ashtanaika quand le chant est Lajemu. Donc Lajemu, ça signifie littéralement « je suis timide ». Paradoxalement, si Radha ne peut soutenir le regard de Krishna et se détourne d'abord de lui, tout dans son attitude l'invite à l'union avec elle, puisqu'elle vient de lui recouvrir le corps de pâte de santal et qu'elle finit à l'inviter à s'étendre à ses côtés. C'est le moment où je suis allongée par terre, Krishna s'est déplacé et je le regarde. La suite de mon expérimentation croise et mêle en quelques secondes à peine les trois œuvres, Ashtanaika, Koribakulaja et Basimo Wela Pulaseja. De la première, je reprends l'ellipse temporelle et je ne montre rien de l'union des deux amants. Radha, au matin, se réveille et voit à nouveau Saki devant elle, Saki que je laisse d'abord dans l'espace négatif. Quand l'héroïne montre le sol, signifiant qu'elle va raconter ce qui s'est passé cette nuit, c'est Koribakulaja qui résonne. Dans cette œuvre, Radha est cette fois entourée de deux amis qui semblent estimer que son récit n'arrive pas suffisamment vite et qui lui tirent les bras pour la presser de raconter. Ce qui rend Radha encore plus gênée. Dans ma proposition, Radha se lève avec la promesse de dire les paroles que Saki attend, mais elle hésite et elle s'éloigne dans un mouvement que j'emprunte à Basimo et Lapula Seja, quand les paroles du chant sont « À qui pourrais-je dire ma timidité ?» ou « À qui pourrais-je confier ma honte ?» Pour la dernière fois, je redeviens Saki qui insiste auprès de Radha pour la pousser à parler. Saki frappe dans ses mains en direction de Radha. La seule pièce d'Odyssée que je connaisse où un personnage fait de même, c'est Madhurastakam du maître Pankacharandas. Alors ça n'a rien à voir, il s'agit alors de Yashoda, c'est la mère adoptive de Krishna, qui essaye d'attirer l'attention de son fils encore petit pour jouer avec lui. Viens par ici. Ah, tu ne veux pas. Et en effet, Krishna, à ce moment-là, il a peut-être 3-4 ans, il ne vient pas jouer avec elle. Quoi qu'il en soit, je me figure ainsi Saki en posture d'autorité. Elle voit bien que Radha a un comportement timide d'adolescente, elle la taquine. Radha semble en effet très jeune. Elle a ce geste presque enfantin de se mordre le pouce, comme pour retenir des mots, ce qui est d'ailleurs une proposition chorégraphique dans Koribakulaja. Que cela soit dans Koribakulaja ou dans ma création, Radha est observée et ses paroles sont attendues. Mais elle préfère partir. Je rends son refus d'en dire davantage en reculant avec une main devant moi pour signifier aux villageoises qui arrivent de ne pas me suivre et avec une main devant la bouche. Je coupe toute communication. Pour conclure rapidement, dans une démarche relevant de la poétique, proposer une composition spontanée dans le style Odyssée, c'est laisser les actions se produire et constater que tous les savoirs acquis, toutes les expériences de la danse offrent autant de résultats en création qu'il y a de moments de mise en acte. Et que ça se fait dans des potentiels qui sont toujours renouvelés. Pourquoi ? Mais parce que la danseuse continue son apprentissage de la discipline et qu'elle se produit dans des lieux et dans des publics différents. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions que je peux lancer les choses si vous voulez, des retours? Oui. J'avais une question. J'ai compris que vous partiez d'œuvres
de pièces de Que je connais déjà. théâtre, voilà. Je me demandais si dans ces pièces-là, il y avait des indications, il y a le texte, et est-ce qu'il y a aussi des sortes de didascalies, en quelque sorte, dans lesquelles justement ces gestes codifiés sont indiqués. J'ai travaillé avec les éditions de révélation il y a 2 ans, un texte de Camille Dassa, Shakuntala, qui était le programme de la Grec. On s'est tous cassé les dents là-dessus parce qu'on n'avait pas du tout le background pour porter ce texte-là. Mais il me semble que justement, alors je me demandais si c'était la même tradition aussi. Et il me semble que dans ce texte-là, précisément, il y avait quelques indications, mais pas tant que ça. Donc, est-ce qu'il y a une dimension d'improvisation après de chaque danseur? Enfin, Merci. Il y a beaucoup de choses dans votre commentaire et dans vos questions. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à tout. Ce que j'ai proposé aujourd'hui, c'est véritablement ce que j'ai mémorisé d'une improvisation que j'ai faite chez moi. Donc, mon protocole, ça a été, j'ai dansé dans mon salon, j'ai branché mon téléphone en guise de caméra, j'ai filmé. Et donc, j'avais pas de texte. Je n'avais pas. La seule chose que j'avais, c'était mon thème que je m'étais donné à l'avance et que j'avais choisi parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses sur la timidité et sur l'amour en Odyssée. On va dire que 70% du répertoire de l'Odyssée tourne autour du sentiment de l'amour et de l'érotisme. Voilà. Et moi, je me suis un petit peu plus orientée vers la job, la timidité, parce que depuis 3 ans, je vais en Inde tous les ans, en été, c'est la mousson là-bas, et en fait, depuis 3 ans, on me donne à apprendre des œuvres qui parlent des naïkas. Donc les naïkas, ce sont les jeunes femmes qui font l'expérience de l'amour dans diverses formes, et l'une de ces formes, c'est la timidité. Donc je savais, en me lançant dans cette expérimentation, que j'avais une vraie bibliothèque de gestes et de situations. Voilà. Maintenant, quand je suis en Inde en tant que danseuse-interprète et que je ne compose rien, que je n'improvise rien, on m'enseigne des pièces qui existent déjà. Donc je suis complètement interprète. Maintenant, la bibliothèque, elle est quand même là parce qu'on a les techniques qu'on a apprises quand on était débutante et à force d'aller en Inde, à force de connaître des pièces, on connaît les situations, on connaît les personnages. Voilà. Mais c'est pas moi qui vais composer quoi que ce soit. Mais est-ce que dans ces textes, justement, quand vous êtes interprète, est-ce que dans ces textes, il y a vraiment est-ce qu'il y a des indications qui renvoient à cette bibliothèque, justement? Alors, en Inde, il y a le concept d'art total, donc c'est difficile d'aller séparer le texte de la danse, du chant, de la musique. Cependant, un même texte, admettons un texte en sanskrit, il peut être utilisé dans toutes les danses classiques indiennes, à savoir qu'il y en a 8, qui viennent de régions différentes, parce que le sanskrit agit comme une langue un petit peu pan-indienne. Voilà. Donc là, le même texte peut être utilisé, par exemple, un texte de la Gita Govinda de Jayadeva, qui parle de Radha et Krishna justement, qui était écrit en sanskrit. Les chants de la Gita Govinda existent en Odissi, en Bharatanatyam, en Kathak, en Mohiniyattam, dans toutes les danses. Et pourtant, c'est la même langue. Et l'esthétique est différente. Alors non, il n'y a pas d'indication de technique ou des didascalies dans ces textes-là. Donc ce qui se passe, c'est que les chorégraphes vont se servir de leur expérience de la danse, des sculptures des temples. J'ai parlé du Natya Shastra et de la Vinaya Dharpana. Mais alors, eux, pour le coup, c'est une bibliothèque pan-indienne de description des techniques. Mais chaque technique va être modifiée régionalement. Donc, on va se servir de la vie quotidienne aussi pour composer. En fait, c'est un mélange entre le texte classique, et ce qu'on a autour de soi quand on est en Odisha. À savoir aussi que l'Odyssée vient d'une tradition théâtrale où il y avait des chants qui étaient mis en danse dans ce qu'on n'appelait pas encore l'Odyssée, mais où il y avait une technique qui est reprise dans la danse. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci. Merci. Et du coup, j'avais une question. Donc, du coup, vous êtes mis en compositrice, improvisatrice et compositrice. Est-ce que c'est une posture qui est habituelle en Odyssée, ou est-ce que c'est des arts seulement maîtres qui ont une certaine expérience ou... Si je voulais composer une œuvre complète, donc 15 minutes, avec la musique, le chant, non, je n'ai pas la légitimité en Inde pour faire ça. Je n'ai pas les moyens non plus d'aller contacter les musiciens, je ne comprends pas la musique suffisamment pour le faire, donc non. En revanche, c'est vraiment le reflet de l'exercice d'Odyssée, l'exercice de composition qui est proposé dans les écoles.
On m'a vraiment donné un vers et j'ai dû improviser quelque chose. Ça, c'est arrivé. On m'a vraiment, parfois même, pour moi c'est un peu plus embêtant parce que je n'ai pas ce talent-là, mais on m'a des fois donné un rythme et on m'a dit, voilà, sur le rythme, compose quelque chose. Donc c'est un travail d'élève que je vous ai présenté. Oui, merci beaucoup pour ce que tu as fait, ce qui me rappelle en fait une pratique de traduction en un sens. Juste sur le dispositif, alors tu nous as dit que en Inde en fait on n'aurait pas eu le texte que tu as dit, donc tu nous as fait ça pour nous faciliter la chose, mais est-ce que tu pourrais imaginer un jour le faire donc à des Français en fait, à des gens qui ne sont pas initiés, mais en fait sans le texte, parce que ça serait un peu comme si on regardait en fait un film muet sans en avoir les codes et tout ça, et peut-être d'essayer de voir après ce que nous on en aurait compris avec la stylisation et des choses comme ça. Est-ce que ça serait possible ou intéressant pour toi? Je l'ai déjà fait à Paris 8, où j'avais fait une composition sans musique, sans texte, et juste avec la danse. On avait quand même un thème, parce que le colloque c'était sur la nature, même c'était sur le thème de l'arbre, donc réutilisé en danse. Donc j'étais partie de l'arbre et j'avais fait une composition dessus. Le public occidental va savourer la beauté esthétique, va comprendre une certaine logique. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu internationales, les enlacements, le fait d'aller vers quelqu'un, de l'accueillir, ça on peut comprendre. Mais il y a des choses peut-être un peu plus complexes que là non. Il a fallu que j'explique, après c'était prévu heureusement. Mais non, il y a des choses qui sont vraiment culturelles. D'ailleurs ça me fait penser aux divers niveaux de compréhension des mudras, des gestes des mains. Il y a un niveau de compréhension qui se veut universel, mais il y a un niveau religieux, il y a un niveau culturel, et il y en a un autre que j'ai oublié là actuellement, mais il existe aussi. Et donc non, c'est pas une expérience complète, mais elle peut être valable si on veut juste voir un petit peu comment on conçoit peut-être la danse en Occident comme quelque chose d'abstrait, et juste se réjouir de ça, peut-être. Et dans le même registre, est-ce que les récepteurs en Inde ont différentes compétences? Il y a plein d'arts, voilà, donc différents degrés d'inculture ou de culture par rapport à la danse, j'imagine que oui. Oui, c'est comme ici, c'est-à-dire qu'il y a des connaisseurs et des connaisseuses des cultures classiques, il y en a qui ne savent pas. Par contre, ce que tout le monde va comprendre, c'est Krishna, c'est Radha, il y a des choses comme ça qui sont quand même, même pan-indiennes et qui ne dépendent pas du niveau des castes, en fait, pour dire le mot, ou du niveau d'éducation. Mais sinon, on a dans le public Odyssie ce qu'on appelle les rasikas. Les rasikas, c'est les spectateurs et spectatrices, connaisseurs et connaisseuses, qui, eux et elles, vont sentir ce qu'on appelle en Odyssie le rasa, c'est-à-dire la saveur de la danse, et c'est ça qu'on cherche en Odyssie, c'est créer, à partir d'émotions, j'allais dire volatiles, d'émotions qui passent, un sentiment stable de l'œuvre. Et ça, il faut avoir une culture de la danse quand même pour y accéder. Comme pour le flamenco. Question encore des musiciens. Vous êtes bien non-indienne. Voilà, avec là un travail réflexif qui nous est proposé en français, peut-être en anglais ailleurs. Mais pour la transmission, ça peut se passer dans différentes langues aussi. Oui, je réponds à cette question d'abord. Donc oui, la transmission, c'est vraiment un sujet de recherche encore, je réfléchis encore là-dessus. Comment est-ce qu'on transmet? Déjà en Inde, pas qu'en danse, en Inde, on transmet par imitation. C'est-à-dire qu'on va copier sans comprendre ce que l'on fait. Et ça demande une excellente mémoire qu'on n'a pas en Occident. Donc ça a été une première difficulté pour moi en Inde, parce que j'ai pas l'habitude de réciter des listes comme ça sans qu'on m'explique les choses. C'est assez frustrant. En plus, moi j'ai commencé la danse, j'avais déjà 23 ans, donc j'étais presque adulte. Donc il y a un côté un peu vexant, voilà, apprends ça, et pourquoi? Et apprends. Voilà. Donc ça c'est pas super. Par contre, après, comment est-ce qu'on apprend les pièces, les techniques? Au début on imite, et après, au bout de quelques temps, on revient sur les pièces qu'on connaît déjà depuis quelques années et on les étudie différemment. Et là, on daigne me les expliquer. Voilà. C'est la question de la transmission, oui. Se pose. Et il y a aussi la question de la langue, c'est-à-dire au début, je ne parlais pas au diamant. Donc ça se faisait en anglais, mais tout le monde ne parle pas anglais non plus, c'est les riches qui parlent anglais. Voilà. Et il y a des techniques en sanskrit. Et le sanskrit, au début, je ne comprenais pas non plus. Maintenant, je comprends ce qui est dans les listes de techniques. Voilà, c'est tout. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai acquis quand même des bases en Odia. Ça simplifie beaucoup les choses, ne serait-ce que dans le rapport humain avec mes professeurs et mes professeuses qui, en fait, me font suffisamment confiance et discutent avec moi plus à l'aise de ces choses que j'ai besoin de comprendre. Donc ça prend du temps. Moi, j'ai commencé en 2011, et en 2011, la
façon dont on enseignait, c'est pas du tout la façon dont on enseigne maintenant. Une question Oui, moi, du coup, j'avais une autre question par rapport à l'expérience complète. Je trouvais que la forme était très intéressante de dire ce qui se passait, de décrire l'action pendant que ça se passe. Et ça permet une compréhension qu'on n'a pas forcément sans ça. Mais je me demandais quelle barrière vous pourriez recevoir en présentant un public occidental qui n'est pas habitué, qui n'a forcément pas l'école, pas le contexte culturel et tout. Et est-ce qu'il y a eu d'autres moyens pour présenter ça et comment ça peut se comparer avec le fait de le montrer en Inde auprès de connaisseurs? Aussi, c'est un petit peu dense comme question. En tout cas, j'ai déjà eu l'expérience de danser en France et de jouer et de danser des personnages démoniaques très en colère. Et ça va se traduire en Inde par des grands yeux ouverts. Et vraiment, les gens ont rigolé, donc on s'est moqué de moi. Et donc, j'ai pas envie de me confronter à ça. Donc, c'est vrai que déjà, l'une des méthodes, c'est de trier les pièces que je vais danser. Donc, ici, je présente davantage des pièces d'amour ou des pièces un peu plus conceptuelles ou des pièces où il n'y a pas de narration, parce qu'il y a tout un pan du répertoire où c'est ce qu'on appelle la danse pure, bref, la danse sans narration, pour être exact. Voilà, ça, je peux le présenter facilement en Occident. Les pièces avec les démons, les pièces où il y a vraiment des choses très culturelles, donc tirer la langue, où on ouvre grand les yeux, où on va sauter, j'ai honnêtement une timidité à le faire. Voilà. Après, ça dépend aussi des publics, ça dépend des lieux, ça dépend de l'intérêt des gens qui viennent. Alors les techniques, ça peut être, et ça m'est recommandé en Inde, et en fait l'Inde c'est quand même un pays multilingue, donc parfois il y a cette technique-là qui est employée en Inde. Ça va être de dire les vers en hindi, alors que le texte original pouvait être en sanskrit ou en odia, les dire en hindi ou les dire en anglais, et faire les gestes en même temps à l'avance pour que le public puisse comprendre. Et ça permet une forme d'engagement du public par rapport à ce qui va être montré, qui après dans la pièce va reconnaître « Ah oui, il y a eu ça, donc je comprends à peu près l'histoire ». Donc on peut faire de la pédagogie avant. Question. C'est une remarque. Encore le temps. Non, je veux pas. Ce dont je voulais témoigner, c'est du parcours aussi de Karine qui est passée d'une posture d'observation participante, en fait de participante, puis d'observatrice participante, puis qui est allée vers la recherche-création, puisque j'ai eu la chance d'avoir connaissance de son travail, de son parcours surtout. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est son parcours vers une démarche de recherche-création, d'autopoétique, à partir justement d'une danse qui nous est en tant qu'occidentaux étrangère, de multiples égards, et qui finalement la ramène à une interrogation, puis on le voit bien aussi, à partir de nos propres, à la fois méthodologies, mais codes culturels, et que dans sa thèse, l'intérêt et la difficulté pour elle, ça a été d'associer toutes ces dimensions qu'on a un peu évoquées, c'est-à-dire à la fois la question de la danse, de l'apprentissage de la danse, par une étrangère, avec la question des langues qui venait se poser, pas uniquement parce que l'apprentissage était en ici ou en anglais, mais parce que les poèmes sont en sanskrit, et donc en fait c'est d'une complexité en fait le matériau qui a été traité, que je trouve moi très passionnante, même d'un point de vue du parcours, parce qu'en tant qu'artiste, chercheur, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, en fait on acte un parcours. C'est toujours l'histoire d'un parcours en fait, notre rapport à ce qu'on appelle recherche-création. Et un parcours de vie, un parcours d'apprentissage permanent. Et je trouve que le chemin que tu as parcouru et les difficultés qui restent aussi, et les questions politiques qui se posent, voilà, c'était vraiment un sujet, c'était un des pires sujets. Oui. Et en même temps, je trouve ça extraordinaire aussi, de façon très pédagogique, que tu aies montré à la fois poser la question de l'apprentissage, de la pédagogie et de la transmission aussi à ton tour, la question du contexte culturel, et comment on essaie de donner forme aussi à tous ces savoirs incarnés, ces savoirs tacites, et à les verbaliser aussi. Ça pose la question du rapport entre la parole. Souvent on voit la parole et l'image, le texte et l'image, mais là c'est le texte et le corps. Donc je veux juste témoigner. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez de la danse à la base? Non. Mais non, j'ai commencé même très tard. Je suis partie en Inde, j'avais 23 ans. Voilà, mais c'était vraiment, je pense que c'est grâce à mon inconscience, voilà, 23 ans. J'ai
partie en voilà. C'est ça que j'ai fait. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Et en même temps, toutes ces questions que je pose et que Marie, tu le rappelles, j'aurais aimé qu'on me dise un petit peu, au moins une partie de ces choses-là avant de partir, ça m'aurait permis de gagner du temps. Mais peut-être que tout simplement ce travail de réflexion que je fais n'existait pas avant que je le pose sur la table de travail. Donc peut-être ma mission d'aller faire ça. Et c'est justement le déclencheur de cette passion. Inconscience. Non, mais pas seulement. Non, mais parce que je regardais des vidéos sur YouTube en 2011, c'était le début de YouTube en fait, et je suis tombée sur ces danses-là parce que moi, j'avais commencé à faire des danses sévillanes de façon tout à fait amatrice. Hein, voilà. Je me suis dit, ah, mais ça vient d'où? Et donc j'ai regardé un petit peu sur Internet. J'ai remonté la piste des gitans. Les gitans viennent d'Inde, c'est les Kalbelia et tout ça. J'ai dit, ah oui, c'est sympa, il y a quoi d'autre comme vidéo? Et là, j'ai vu les vidéos à l'époque 7 danses classiques indiennes, maintenant il y en a 8. Et je suis tombée sur l'Odyssée, j'ai dit, ah, c'est bien, je veux faire ça, et je suis partie. D'accord, du flamenco à l'Odyssée. C'est ça. La remontée. Vous avez remonté le cours d'histoire, le cours de la migration en fait. Oui, en vidéo sur des vidéos YouTube de mauvaise qualité en 2011. Remarquable. On vous remercie beaucoup, mais Sandrine, on vous remercie. Avant de conclure, on vous donne le prochain rendez-vous.